Smart et réglo, le droit de retrait et la clause de conscience. On va examiner ces deux sujets. Le droit de retrait, on en a entendu parler chez des salariés, notamment de sites Céveso, de sites industriels où on est en difficulté, en danger. Les chauffeurs de bus, on en a parlé aussi. Et puis la clause de conscience, on va en parler évidemment. Ce sont les journalistes et les avocats. Et justement, David Guillouet est avec nous dans Smart et Réglo. Bonjour David. Bonjour. Vous êtes avocat au cabinet Voltaire Avocat. Et vous avez choisi de nous parler de ces... Alors, ce n'est pas ces deux concepts, mais ces deux éléments importants dans la vie du salarié. Commençons par le droit de retrait, parce qu'il touche le plus grand nombre. Qu'est-ce que le droit de retrait ? Alors, le droit de retrait, c'est la faculté pour un salarié qui s'estime en face d'une situation présentant un risque de danger grave et immédiat pour sa santé ou sa sécurité, de se retirer de son travail. Et donc de cesser le travail dès lors qu'il estime que les conditions de sécurité ne sont pas réunies. Néanmoins, c'est un concept qui est interprété de manière relativement stricte, et on ne peut pas du jour au lendemain, pour n'importe quel motif, décider de cesser le travail et mettre ainsi son employeur dans la difficulté. Il faut une alerte. Il faut que un salarié ou plusieurs salariés, parce qu'il y a un article L4131-1 du Code du travail qui le spécifie. Vous avez vu, j'ai travaillé mon Code du travail. C'est bien. Est-ce qu'il faut une alerte ou plusieurs alertes ? Une alerte peut suffire. Une alerte peut suffire. Un salarié, par exemple, lorsqu'il constate qu'un équipement de protection est défectueux, peut dire à son employeur « Désolé, mais là, mes conditions de travail sont dégradées, je prends un risque en travaillant et donc je peux me retirer de cette situation dangereuse. » Il faut que le danger soit grave et imminent. Il alerte son manager ou son DRH. Est-ce qu'il y a une procédure très codifiée ? Qui doit-il aller voir en premier ? Est-ce qu'il doit le signifier par écrit ou est-ce que l'oralité suffit ? Alors, généralement, on est dans l'immédiateté. En fait, dans les véritables droits d'alerte, on est dans l'immédiateté. Donc, l'immédiateté ne supporte pas nécessairement une procédure. Là, il s'agit de préserver l'intégrité physique de quelqu'un. Mettre un ou deux exemples pour qu'on y voit clair. Le salarié qui n'a pas les outils, ou en tout cas les vêtements de sécurité, par exemple. Et je me souviens d'un cas qui a dû intéresser l'avocat que vous êtes, une agression très grave, d'un contrôleur de train dans l'Est, et le droit de retrait s'était appliqué à l'ensemble de l'entreprise. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces contrôleurs. Oui. Autorisé ou pas, ça ? Alors, c'est un peu discutable parce que, en ce qui concerne les autres contrôleurs, en tant que tels, ils ne sont pas immédiatement en situation de danger. Donc il y a une forme un peu de dévoiement et du droit de retrait dans ces situations-là. Droit de retrait, beaucoup utilisé, vous qui êtes un praticien, est-ce que on l'utilise parfois avec sincérité ou est-ce que ça peut être aussi un levier, je dirais, un peu parallèle à la grève ou un petit peu, vous voyez ce que je veux dire ? Alors on a eu des exemples assez significatifs de droit de retrait, mais on l'a déjà oublié pendant la période Covid. Où des salariés nous indiquaient qu'ils prenaient un risque de contracter la Covid ou le Covid, on n'a jamais trop su, en se présentant sur le lieu de travail. Donc indiquer à leur employeur qu'ils ne viendraient pas parce qu'ils n'avaient pas le gel hydroalcoolique ou les barrières de protection, c'est bien cela. Et là, l'employeur est obligé, j'allais dire, d'accepter cette situation où il a des recours possibles en disant non, vous n'avez pas le droit de l'utiliser. De manière assez générale, la situation du Covid n'a pas été reconnue comme étant comme justifiant une mesure de droit de retrait, parce qu'il n'y avait pas de danger suffisamment immédiat. Grave et imminent. Exactement. La clause de conscience, tournons-nous vers elle. Elle est utilisée, on l'entend quand on est journaliste. Je vais user de mon droit de cette fameuse clause de conscience. C'est quoi la clause de conscience ? Alors, c'est un concept qui est un concept assez intéressant, parce que déjà, à la base, c'est un concept qui n'est connu que de certaines professions, la vôtre, la mienne, où on peut décider, parce que mon employeur, mon patron me demande de défendre une ligne éditoriale qui est contraire à mon opinion, une défense qui est contraire à mon opinion, on peut décider de se mettre en retrait. Ça fait un peu un parallèle avec le droit de retrait, donc on peut décider de se mettre en retrait et donc de dire à son patron, je passe la main et donc vous trouverez quelqu'un d'autre pour faire le job. Ça, c'est quelque chose qui est reconnu pour certaines professions. Après, la question, c'est est-ce qu'on peut l'étendre à toutes ? Exact. Et là, on est confronté à des situations assez intéressantes parce qu'on voit qu'il y a quand même un développement de la parole dans l'entreprise, des convictions personnelles. Des lanceurs d'alerte. Des lanceurs d'alerte, des convictions religieuses aussi. Et on constate que de plus en plus de collaborateurs entendent faire prévaloir leurs opinions personnelles dans le cadre de la relation de travail. Et donc c'est intéressant de retrouver la clause de conscience, et est-ce que oui ou non, tous les collaborateurs peuvent justifier au nom de leur liberté d'opinion et de leur liberté de conscience, finalement de ne pas faire un travail qui leur est commandé. Un point un peu technique mais assez passionnant, est-ce que lorsqu'une entreprise, son capital se transforme, on peut faire jouer sa clause de conscience ? En un mot... La clause de cession. Donc c'est la clause de cession. Mais qui n'est pas considérée comme une clause de conscience. C'est deux choses différentes. On est d'accord. C'est deux choses différentes. Alors ça n'existe que pour les journalistes. Que pour les journalistes, c'est important de le Ça préciser. n'existe que pour les journalistes.
parce qu'il y a un risque de changement, je dirais, de la ligne éditoriale du journal. Après, si vous êtes salarié dans une autre entreprise qu'une entreprise de presse, vous pouvez parfaitement décider de négocier dans le cadre du contrat de travail une clause. C'est de la négociation de gré à gré. Donc elle peut se jouer aussi, cette clause de cession. aussi. L'entreprise change demain, est reprise par un fonds ou change d'actionnaire. On peut dire, mais moi, ça ne me convient pas. En tout cas, on peut demander, lors de la négociation du contrat de travail ou d'un avenant, on peut demander à ce qu'il y ait une clause spécifique qui soit insérée dans le contrat de travail. Alors, évidemment, tout le monde ne pourra pas se le permettre. La clause de conscience, juste pour conclure, c'est difficile de l'étendre à l'ensemble des salariés. Vous pensez que le droit peut avancer? Il y a une jurisprudence ou pas sur ce sujet? Pour conclure. Pour conclure, c'est-à-dire que les salariés pourraient demander à insérer dans leur contrat de travail des clauses de conscience. Aujourd'hui, ça n'existe pas, sauf les professions qu'on a évoquées tout à l'heure. Tout à fait. Et on voit bien quand même qu'il y a de plus en plus un développement de la liberté d'opinion, la liberté de conscience, et qui ne sera néanmoins pas sans limite. Donc il faudra l'encadrer. Il faudra l'encadrer. Merci David Guillouet de nous avoir éclairé sur ce droit de retrait, là je dirais pour des aspects plus physiques, plus concrets, et puis cette clause de conscience plus philosophique, plus éthique finalement, avec un droit assez restrictif pour cette clause de conscience. Merci de nous avoir rendu visite, vous êtes au cabinet Voltaire Avocat. On fait une courte pause, et tiens, on va s'intéresser au management bienveillant. Est-ce que c'est antinomique de parler de management bienveillant? Qu'est-ce que veut dire ce mot exactement? Comment on l'exerce? Comment on exerce cette bienveillance dans l'entreprise? On va en parler avec des spécialistes. C'est un débat à la fois très concret, puisque c'est la réalité quotidienne de tous les salariés et de tous les managers, puis c'est un débat philosophique, et on va l'avoir sur ce plateau. C'est le débat de Smart Job, c'est le cercle RH, juste après la pause.